Un millionnaire revient à l'hôpital plus tôt, saisi par un pressentiment étouffant. En ouvrant la porte, il voit son épouse qui essaie d'asphyxier sa mère avec un oreiller. Le choc est immédiat. La vérité qu'il se refusait à voir lui crie maintenant au visage. Cette histoire vous a intéressé? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Le matin à Paris s'éveillait avec son bruit caractéristique de moteur et de klaxon. Mais pour Romain Mercier, le son qui résonnait le plus fort était celui de sa propre respiration saccadée. Il conduisait sa voiture dans les rues, encore prises par la fine brume de l'aube, sentant une oppression dans la poitrine qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il avait laissé sa mère, Madame Carmen, à l'hôpital Sainte-Croix quelques heures plus tôt, après une nuit difficile où elle avait souffert d'une crise respiratoire. Les médecins lui avaient assuré qu'elle était stable, qu'il pouvait rentrer chez lui se reposer un peu. Mais quelque chose en lui insistait pour qu'il y retourne. Romain était un homme de 38 ans, ingénieur civil, connu pour sa rationalité et sa capacité à résoudre des problèmes complexes avec sang-froid. Mais à cet instant, la logique ne parvenait pas à calmer le sentiment d'urgence qui s'emparait de chaque cellule de son corps. C'était comme si une voix intérieure criait que quelque chose n'allait pas du tout, qu'il devait être aux côtés de sa mère à ce moment précis. Il appuya sur l'accélérateur, évitant un bus qui prenait lentement un virage, et sentit son cœur s'emballer lorsqu'il aperçut enfin la façade blanche de l'hôpital. Il gara sa voiture n'importe comment, oubliant presque de verrouiller les portières, et traversa le hall d'entrée à grandes enjambées. La réceptionniste le salua, mais il entendit à peine ses paroles. Ses pieds le menaient automatiquement à travers les couloirs qu'il ne connaissait que trop bien, croisant des infirmières qui commençaient leur service du matin et des familles qui attendaient des nouvelles avec des visages fatigués. L'ascenseur sembla mettre une éternité à atteindre le 4e étage, et quand les portes s'ouvrirent enfin, Romain courut presque jusqu'à la chambre 312. En poussant la porte, la scène qui se révéla sous ses yeux changea sa vie à jamais. Patricia, son épouse depuis 5 ans, était penchée sur le lit d'hôpital, pressant un oreiller contre le visage de Madame Carmen. La vieille dame, aux cheveux blancs et au corps fragile, se débattait faiblement, ses bras maigres tentant de repousser sa belle-fille, mais sans force suffisante pour se défendre. Les yeux de Patricia étaient fixes, déterminés, sans la moindre trace d'hésitation ou de regret. C'était l'expression de quelqu'un qui avait franchi une ligne invisible et n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Romain sentit l'air lui être arraché des poumons. Pendant une fraction de seconde, son cerveau refusa de traiter ce qu'il voyait. Ce ne pouvait pas être Patricia, la femme avec qui il partageait son lit toutes les nuits, la femme qui lui souriait tous les matins, la femme qu'il avait juré d'aimer et de protéger. Mais c'était bien elle. Et à cet instant, toute la réalité qu'il connaissait s'effondra. Il réagit par pur instinct, traversant la chambre en 3 pas et arrachant l'oreiller des mains de Patricia avec une telle force qu'elle fut projetée sur le côté. Madame Carmen haletait désespérément, essayant d'aspirer de l'air dans ses poumons qui avaient été privés d'oxygène. Romain l'aida à s'asseoir, la tenant avec précaution pendant qu'elle toussait et tremblait. Le moniteur cardiaque se mit à sonner en alarme stridente, et en quelques secondes, des infirmières et un médecin envahirent la chambre. Patricia avait reculé jusqu'au mur, les yeux maintenant écarquillés mais pas de remords. C'était le choc d'avoir été surprise, d'avoir échoué, d'avoir son vrai visage exposé sous la lumière crue de la réalité. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Romain l'interrompit avant que le moindre mot ne puisse sortir. « Ne dis rien », ordonna-t-il, la voix basse mais chargée d'une fureur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pas un mot. Les infirmières s'occupaient de Madame Carmen, vérifiant ses signes vitaux, lui administrant de l'oxygène, la calmant avec des mots doux. Le médecin lança un regard confus à Romain, puis à Patricia, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Romain ne parvenait pas à former des phrases complètes, mais il pointa sa femme du doigt et dit seulement « Elle a essayé, elle était en train de… » et les mots moururent dans sa gorge. Un agent de sécurité fut appelé. Patricia fut sortie de la chambre protestant, disant qu'il y avait un malentendu, qu'elle ajustait simplement l'oreiller, que sa belle-mère était agitée. Mais ses paroles sonnaient creux, désespérées, la tentative pathétique de quelqu'un qui savait que le mensonge ne tenait plus. Romain ne la regarda pas dans les yeux pendant qu'on l'emmenait. Il ne pouvait pas. Quand la chambre se calma enfin et que Madame Carmen fut de nouveau stable,
Romain s'assit au bord du lit, tenant la main fragile de sa mère entre les siennes. Elle le regarda avec les yeux humides, et dans ce regard il y avait tant de choses non dites. Douleur, soulagement, tristesse, et quelque chose que Romain mit quelques secondes à identifier, la compréhension, comme si d'une certaine manière elle avait déjà su que ce moment arriverait, comme si elle l'avait attendu, l'avait craint, mais savait qu'il était inévitable. « Maman, murmura-t-il, la voix étranglée, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » Madame Carmen serra sa main avec le peu de force qu'elle avait et ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues ridées. Romain sentit sa poitrine se serrer encore plus et pour la première fois depuis des années, il pleura. Il pleura pour la mère qu'il avait failli perdre. Il pleura pour l'épouse qu'il n'avait jamais vraiment connue. Il pleura pour la vie qu'il avait construite sur des fondations de mensonges et d'illusions. Les heures qui suivirent furent un brouillard. Romain fit sa déposition à la police, expliqua ce qu'il avait vu, répondit à des questions qui semblaient surréalistes. Comment pouvait-il expliquer que la femme avec qui il partageait sa vie avait tenté d'ôter la vie de sa mère? Comment pouvait-il mettre en mots la trahison absolue, la froideur calculée, la méchanceté pure dont il avait été témoin? Les policiers furent respectueux, mais directs. Ils avaient besoin de détails, de contexte, de tout ce qui pourrait aider à comprendre ce qui avait motivé cet acte. Et c'est là, assis dans une salle de réunion froide de l'hôpital, que Romain commença à rassembler les pièces d'un puzzle qui avait toujours été sous ses yeux, mais qu'il avait refusé de voir. Patricia et lui s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt, lors d'un événement d'entreprise. Elle était directrice marketing dans une entreprise de cosmétiques, belle, intelligente, pleine de charme et de confiance. Il avait été immédiatement attiré par son énergie, par la façon dont elle illuminait n'importe quelle pièce où elle entrait. Leur relation fut rapide, intense, pleine de promesses d'un avenir brillant ensemble. Elle le faisait se sentir spécial, admiré, désiré. Et quand il la présenta à sa mère, Patricia avait été parfaite, éduquée, affectueuse, attentionnée. Madame Carmen avait souri et donné sa bénédiction, bien que Romain, maintenant, en y repensant, put identifier quelque chose dans les yeux de sa mère ce jour-là. Une petite hésitation, une ombre de doute. Le mariage fut célébré lors d'une cérémonie simple mais belle, dans un domaine en périphérie de Paris. Madame Carmen était radieuse, heureuse de voir son fils construire sa propre famille, et les premiers mois, tout semblait parfait. Patricia était une épouse dévouée, s'occupait de la maison avec soin, préparait des dîners élaborés, veillait à ce que tout soit toujours impeccable. Romain se sentait chanceux, mais peu à peu, des fissures commencèrent à apparaître sur la façade parfaite. D'abord ce furent de petites choses, des commentaires acides sur Madame Carmen, déguisés en plaisanterie. Elle, ça a toujours été si contrôlante, n'est-ce pas? Ou, mon Dieu, ta mère n'arrive pas à te laisser grandir. Romain riait, pensant que ce n'était que l'humour particulier de Patricia. Après tout, toutes les familles avaient leur dynamique, leurs conflits mineurs. Ce n'était rien de grave. Puis vinrent les critiques plus directes. Patricia commença à remettre en question la fréquence à laquelle Romain rendait visite à sa mère, à quel point il s'inquiétait pour elle, à quel point il permettait encore à Madame Carmen d'influencer ses décisions. « Tu dois apprendre à poser des limites », disait-elle, d'une voix douce mais ferme. « Nous sommes une famille maintenant, toi et moi. Ta mère doit comprendre ça. » Romain essayait d'équilibrer les deux femmes, essayait de maintenir la paix. Il réduisit ses visites à sa mère, appela moins souvent, s'excusant toujours avec des arguments de travail et d'engagement. Madame Carmen ne se plaignait jamais, mais il pouvait sentir la tristesse dans sa voix, la solitude qui commençait à l'entourer. Et chaque fois qu'il en parlait à Patricia, elle avait une réponse toute prête. « Romain, tu ne peux pas vivre sa vie, elle doit créer sa propre indépendance. » Mais le véritable tournant eut lieu lorsque Romain perdit un gros contrat dans l'entreprise où il travaillait. Ce fut un coût financier important, et le couple se retrouva en difficulté. Les factures s'accumulaient, le salaire ne suffisait pas, et la pression augmentait chaque jour. C'est alors que Madame Carmen, avec le cœur généreux qu'elle avait toujours eu, leur proposa de vivre temporairement chez elle. C'était une maison modeste mais confortable dans le quartier du Marais. Romain accepta, reconnaissant, pensant que ce ne serait que pour quelques mois, jusqu'à ce qu'ils réussissent à se relever. Patricia accepta également, mais
Romain remarqua le changement immédiat sur son visage. Le masque glissa un instant, révélant quelque chose de froid, de dur. Mais elle se reprit rapidement et sourit, disant que tout allait bien, qu'il ferait ce qui était nécessaire. Les mois qui suivirent furent un enfer silencieux. Patricia devint une autre personne à l'intérieur de cette maison. Quand Romain était présent, elle gardait son sang-froid, mais dès qu'il partait travailler ou régler des affaires, la vraie Patricia émergeait. Madame Carmen ne se plaignit jamais directement, mais Romain commença à remarquer des signes. Sa mère était plus silencieuse, plus renfermée. Ses yeux avaient une tristesse profonde qui n'était pas là auparavant. Elle commença à maigrir, à perdre l'appétit, à mal dormir. Une fois, il rentra plus tôt à la maison et entendit des voix altérées venant de la cuisine. Patricia parlait à sa belle-mère, et bien que les mots fussent mesurés, le ton était tranchant. « Madame Carmen, vous devez comprendre que cette maison n'est plus aussi confortable qu'avant. Nous faisons un énorme sacrifice en étant ici. » Romain entra dans la cuisine et les deux femmes se turent immédiatement. Patricia lui sourit douce comme toujours et lui demanda comment s'était passée sa journée. Il aurait dû enquêter. Il aurait dû la confronter, mais il ne le fit pas. Madame Carmen essaya de lui parler plusieurs fois. Un soir, alors que Patricia était sortie avec des amis, elle s'assit à côté de son fils dans le salon et dit à voix basse « Romain, je dois te dire quelque chose. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, il l'interrompit, fatigué, stressé par le travail et les finances. « Maman, s'il te plaît, pas maintenant, je suis épuisé. » Elle referma la bouche et n'essaya plus jamais, et Romain porterait ce poids pour le reste de sa vie. Assis maintenant au bord du lit d'hôpital, observant sa mère dormir après le traumatisme qu'elle avait subi, Romain sentait la culpabilité comme un poids physique sur ses épaules. Il avait échoué. Il avait ignoré les signes, avait choisi la paix superficielle plutôt que la vérité inconfortable, avait permis à la femme qu'il aimait de se transformer en une menace réelle pour la femme qui l'avait élevée. Mais la culpabilité devrait attendre. Maintenant, il devait protéger Madame Carmen. Il devait s'assurer que Patricia ne pourrait plus jamais s'approcher d'elle. Il devait comprendre comment il en était arrivé là. Comment une personne pouvait porter tant de haine, tant de mépris, au point de franchir la ligne la plus inviolable de toutes. Une infirmière entra dans la chambre, vérifia les moniteurs et sourit gentiment à Romain. « Elle va bien, monsieur Mercier. La peur a été grande, mais elle est forte. » Il la remercia d'un signe de tête, incapable de former des mots. Quand l'infirmière sortit, Romain prit son téléphone et envoya un message à sa sœur, Béatrice, qui vivait à Lyon. « Béa, il faut que tu viennes à Paris au plus vite. C'est urgent. » À propos de maman, la réponse arriva en quelques secondes. « Je prends le premier vol. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il ne répondit pas. Il ne savait pas comment l'expliquer par téléphone. Certaines choses devaient être dites en personne, en se regardant dans les yeux avec tout le poids de la vérité nue et crue. Romain passa le reste de la journée à l'hôpital, refusant de partir, refusant de laisser sa mère seule, ne serait-ce qu'une seconde. Il mangea mal, dormit encore plus mal, mais il s'en fichait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la scène. Patricia, l'oreiller, le désespoir dans les yeux de Madame Carmen. Et chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il devait affronter la réalité que sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. Le soir, lorsque les lumières de l'hôpital diminuèrent et que le couloir devint plus silencieux, Romain laissa enfin les pensées qu'il avait évité l'envahir. Il essaya de comprendre. Il essaya de trouver une logique, une raison, quelque chose qui pourrait donner un sens à cet acte monstrueux. Mais il n'y avait pas de logique, il n'y avait que de la haine pure, cultivée en silence, nourrie par le ressentiment et l'envie. Et Romain réalisa que d'une certaine manière, il avait été complice, non pas de l'acte lui-même, mais de l'environnement qui avait permis à cet acte de devenir possible. Il avait choisi de ne pas voir, de ne pas écouter, de ne pas questionner. Il avait choisi le confort de l'ignorance plutôt que le courage de la vérité, et maintenant, sa mère avait presque payé le prix ultime pour ses choix. Madame Carmen bougea dans son lit, murmurant quelque chose d'inintelligible. Romain se pencha, tenant à nouveau sa main. « Je suis là, maman. Je ne bougerai pas d'ici. Tu es en sécurité. » Elle ouvrit lentement les yeux, encore désorientée par les médicaments, mais quand elle vit son fils à ses côtés, un petit sourire toucha ses lèvres. « Romain, » murmura-t-elle,
Tu es revenu. Je suis revenu, confirma-t-il, la voix brisée. Et je ne te quitterai plus jamais, je te le promets. Elle serra sa main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile. Je savais que tu viendrais, dit-elle. J'ai toujours su que tu serais là quand j'aurais besoin de toi. Et, pour la première fois depuis ce terrible matin, Romain sentit autre chose que de la culpabilité et de l'horreur. Il sentit une petite étincelle d'espoir, parce que, malgré tout, malgré toute l'obscurité et la trahison, il était arrivé à temps. Il avait sauvé sa mère. Et maintenant, ensemble, ils allaient trouver un moyen de traverser le cauchemar que leurs vies étaient devenues. Mais Romain savait que le pire était encore à venir. Les questions auxquelles il fallait répondre, les vérités qui devaient être révélées, et le règlement de comptes avec une femme qu'il pensait connaître, mais qui était, en réalité, une parfaite inconnue. Une inconnue capable de choses inimaginables. Et tandis que la nuit s'épaississait sur Paris et que l'hôpital continuait sa routine de sauvetage de vie et de témoignages de drames humains, Romain Mercier commença à comprendre que son voyage ne faisait que commencer. Un voyage vers la vérité, la justice et peut-être la rédemption. Mais ce serait un voyage long, douloureux, plein de révélations qui changerait tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour, la loyauté et la nature humaine. Et tout avait commencé ce matin-là, quand un instinct inexplicable l'avait ramené à l'hôpital. Un instinct qui avait sauvé la vie de sa mère et brisé l'illusion de sa propre vie. Mais alors que la nuit s'épaississait et que l'hôpital continuait son rythme constant de soins et d'urgences, Romain se permit de plonger dans des souvenirs qu'il avait réprimés depuis longtemps. Il se souvint du jour où il avait rencontré Patricia lors d'un événement d'entreprise à l'hôtel Le Meurice, avec vue sur le jardin des Tuileries. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux lâchés tombant en vagues parfaites sur ses épaules. Quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, Romain sentit quelque chose qu'il pensa être le destin. Elle lui avait souri un sourire qui semblait illuminer toute la salle, et s'était approchée avec une coupe de vin à la main. « Vous avez l'air perdu » avait-elle dit, la voix mélodieuse et engageante. Première fois à ce genre d'événement? Romain avait ri nerveux mais charmé. C'est si évident que ça? Et à partir de ce moment, Patricia avait tissé sa toile avec maestria. Elle le faisait se sentir spécial, unique, comme s'il était le seul homme dans la pièce qui méritait son attention. Elle posait des questions sur sa vie, sur ses rêves, sur sa famille, et semblait sincèrement intéressée par chaque réponse. Romain, qui avait toujours été réservé dans ses émotions, se retrouva à ouvrir son cœur à cette femme qu'il connaissait à peine. Les mois suivants, leur relation fut une montagne russe d'émotions intenses. Patricia était passionnée, démonstrative, planifiant toujours des surprises romantiques, des week-ends à Fontainebleau, des dîners aux chandelles dans des restaurants cachés de la ville, des billets laissés dans sa voiture avec des messages affectueux. Romain se sentait comme le protagoniste d'un film, vivant une romance qui semblait trop belle pour être vraie. Et peut-être, en y repensant, maintenant, était-elle vraiment trop belle pour être vraie? Il se souvint de sa première rencontre avec Madame Carmen. Romain était nerveux, anxieux que les deux femmes les plus importantes de sa vie s'apprécient. Patricia était arrivée chez sa mère avec un bouquet de fleurs et une tarte aux fraises faite par elle-même. Elle avait salué Madame Carmen avec une étreinte chaleureuse et avait passé tout l'après-midi à être la belle-fille parfaite, aidant dans la cuisine, faisant des compliments sincères sur la décoration de la maison, posant des questions sur la vie de Madame Carmen avec un intérêt sincère. Quand ils partirent, Romain était radieux. « Elle est merveilleuse, maman. Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Madame Carmen avait souri, mais Romain, maintenant, se souvenait de la petite pause avant la réponse. « Elle a l'air très sympathique, mon fils. Si tu es heureux, je suis heureuse. » À l'époque, Romain n'avait pas remarqué l'hésitation. Il n'avait pas perçu que le sourire de sa mère n'atteignait pas complètement ses yeux. Il n'avait pas saisi l'inquiétude subtile dans sa voix. Il était aveugle, complètement aveugle par la passion, par la nouveauté, par le sentiment d'avoir enfin trouvé quelqu'un. Maintenant, assis sur cette chaise inconfortable de l'hôpital, observant sa mère dormir, Romain réalisa combien de signes il avait ignorés. Pas seulement de la part de sa mère, mais de lui-même aussi. Il y avait eu des moments où quelque chose en lui s'interrogeait, des moments où le masque de Patricia glissait brièvement, et il voyait une lueur de quelque chose de froid, de calculé.
Mais il repoussait toujours ses pensées, trouvait toujours des justifications, choisissait toujours de croire la version de Patricia plutôt que de faire confiance à ses propres instincts. Mais alors que la nuit s'épaississait et que l'hôpital continuait son rythme, constant de soins et d'urgence, Romain se permit de plonger dans des souvenirs qu'il avait réprimés depuis longtemps. Il se souvint du jour où il avait rencontré Patricia, lors d'un événement d'entreprise, à l'hôtel Le Meurice, avec vue sur le jardin des Tuileries. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux lâchés tombant en vagues parfaites sur ses épaules. Quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, Romain sentit quelque chose qu'il pensa être le destin. Elle lui avait souri, un sourire qui semblait illuminer toute la salle, et s'était approchée avec une coupe de vin à la main. « Vous avez l'air perdu », avait-elle dit, la voix mélodieuse et engageante. « Première fois à ce genre d'événement ?» Romain avait ri, nerveux mais charmé. « C'est si évident que ça ?» Et à partir de ce moment, Patricia avait tissé sa toile avec maestria. Elle le faisait se sentir spécial, unique, comme s'il était le seul homme dans la pièce qui méritait son attention. Elle posait des questions sur sa vie, sur ses rêves, sur sa famille, et semblait sincèrement intéressée par chaque réponse. Romain, qui avait toujours été réservé dans ses émotions, se retrouva à ouvrir son cœur à cette femme qu'il connaissait à peine. Les mois suivants, leur relation fut une montagne russe d'émotions intenses. Patricia était passionnée, démonstrative, planifiant toujours des surprises romantiques. Béatrice arriva à Paris le lendemain matin, les yeux rouges d'avoir tant pleuré pendant le vol. Quand elle entra dans la chambre d'hôpital et vit sa mère allongée sur le lit, pâle et fragile, elle s'effondra. Romain la serra dans ses bras, et les deux frères et sœurs restèrent ainsi pendant de longues minutes, partageant une douleur qui ne tenait pas en mots. Après que Béatrice se fut calmée, Romain l'emmena à la cafétéria de l'hôpital. Là, à une table isolée, il lui raconta tout. Chaque détail de ce matin horrible, chaque seconde de la scène qui continuait de se répéter dans son esprit comme un film d'horreur. Béatrice écoutait en silence, le visage de plus en plus pâle, les mains tremblantes alors qu'elle tenait la tasse de café qu'elle n'avait même pas touchée. « Comment ?» demanda-t-elle finalement, la voix rauque. « Comment quelqu'un peut-il faire ça? Comment quelqu'un peut-il regarder une vieille dame sans défense et décider que c'est le moment de mettre fin à sa vie ?» Romain secoua la tête, sans réponse. Il s'était posé la même question des centaines de fois au cours des dernières 24 heures et n'avait toujours rien trouvé qui ait un sens. Patricia n'était pas folle, pas démente. Elle était calculatrice, froide, quelqu'un qui avait planifié ce moment avec soin. Et cela, d'une certaine manière, était encore plus effrayant que n'importe quelle crise de folie. « J'aurais dû m'en rendre compte », dit Romain, la voix chargée de culpabilité. « Maman a essayé de m'avertir tant de fois, et moi je n'ai tout simplement pas voulu écouter. » Béatrice tendit la main et prit celle de son frère. « Romain, tu ne peux pas t'en vouloir de ne pas avoir imaginé que ta femme était capable d'une telle chose. Personne n'imagine ça. Personne ne se réveille un jour en pensant que la personne avec qui il partage son lit peut être une menace réelle. »« Mais j'aurais dû voir les signes, » insista-t-il. « J'aurais dû questionner, j'aurais dû enquêter quand les choses ont commencé à devenir étranges. J'ai choisi d'ignorer parce que c'était plus facile, parce que confronter aurait signifié admettre que je m'étais marié avec quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. » Les deux restèrent silencieux un moment, traitant le poids de cette vérité. Béatrice demanda alors « Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver à Patricia ?» Romain expliqua qu'elle avait été emmenée par la police pour être interrogée et que les autorités enquêtaient sur l'affaire. Il avait déjà fait sa déposition et les médecins avaient également confirmé les signes d'agression sur Madame Carmen. Il y avait suffisamment de preuves, il y avait des témoins, il y avait la vérité nue et crue de ce qu'il avait vu. Mais Romain savait aussi que le processus serait long, douloureux, plein de rebondissements. Patricia n'était pas le genre de personne à accepter la défaite facilement. Elle se battrait, manipulerait, ferait tout ce qui était nécessaire pour se protéger. Et il devait être prêt à affronter non seulement la femme qu'elle était, mais aussi les souvenirs de la femme qu'il pensait qu'elle était. Béatrice regarda son frère avec une détermination qu'il n'attendait pas. « Je vais rester ici, » dit-elle. « Je resterai à Paris aussi longtemps qu'il le faudra. Maman a besoin de nous maintenant plus que jamais, et tu ne peux pas traverser ça tout seul. » Romain sentit à nouveau ses yeux brûler. « Merci, Béa. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ils retournèrent dans la chambre,
où Madame Carmen était réveillée, regardant par la fenêtre avec une expression lointaine. Quand elle vit ses deux enfants entrer ensemble, son visage s'illumina d'un faible sourire. « Mes enfants, murmura-t-elle, vous êtes venus. » Béatrice courut au bord du lit et serra sa mère dans ses bras avec précaution, essayant de ne pas blesser son corps fragile. « Bien sûr que nous sommes venus, maman. Nous serons toujours là pour toi. » Madame Carmen caressa le visage de sa fille, puis regarda Romain. Il y avait tant de choses. Dans ses yeux, tant de choses qu'elle voulait dire mais ne savait pas comment. Romain s'approcha et lui prit la main. « Maman, je suis désolé. Pour tout. De ne pas t'avoir cru, de ne pas m'être rendu compte, d'avoir laissé les choses en arriver là. » Elle secoua lentement la tête. « Mon fils, tu n'es pas coupable. Certaines personnes sont très douées pour cacher qui elles sont vraiment. Elle t'a trompé. Elle a trompé tout le monde. J'ai essayé de t'avertir, mais j'avais peur aussi. Peur que tu me choisisses et que tu le regrettes ensuite. Peur d'être la raison pour laquelle ton mariage ne fonctionnait pas. » Romain sentit sa poitrine se serrer. « Maman, mon mariage avec Patricia ne fonctionnait plus depuis longtemps. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre. Je refusais de voir la vérité parce que cela aurait signifié que j'avais échoué, que j'avais pris la mauvaise décision. » Les trois restèrent ensemble dans cette petite chambre d'hôpital, unis par une douleur partagée, mais aussi par un amour qui avait survécu à tout. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité absolue, que Romain réalisa à quel point il s'était éloigné de sa famille, à quel point il avait permis à Patricia de les séparer, de les isoler les uns des autres. Dans les jours qui suivirent, pendant que Madame Carmen se remettait physiquement, Romain commença à enquêter sur le passé. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de savoir quand exactement Patricia s'était transformée en la personne capable de cet acte horrible. Ou avait-elle toujours été ainsi, et il ne l'avait tout simplement jamais remarqué? Il commença à parler à des gens qui connaissaient Patricia avant lui, des collègues de travail, d'anciennes amies, même d'anciens petits amis. Et plus il en découvrait, plus le tableau devenait clair et plus effrayant. Une collègue de travail de Patricia, nommée Florence, accepta de rencontrer Romain dans un café sur le boulevard Saint-Germain. C'était une femme d'une quarantaine d'années, à l'air sérieux, et elle semblait sincèrement mal à l'aise avec la conversation qu'ils allaient avoir. « Écoutez, Romain, » commença-t-elle, en remuant nerveusement sa tasse de cappuccino. « Je ne voulais pas y croire quand j'ai appris ce qui s'était passé, mais, en même temps, je n'ai pas été complètement surprise. » Romain sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Florence soupira. Patricia a toujours été compliquée. Elle avait cette capacité à être extrêmement charismatique quand elle le voulait, mais elle pouvait aussi être incroyablement cruelle. Je l'ai vue détruire la réputation de collègues qu'elle considérait comme des menaces, répandre des rumeurs, manipuler des situations pour en tirer profit. Elle faisait tout cela avec un sourire aux lèvres, en gardant toujours les mains propres, en faisant toujours croire qu'elle était juste honnête ou qu'elle essayait d'aider. Romain absorbait chaque mot, se sentant comme s'il rencontrait une étrangère. Et personne ne la confrontait? Certains ont essayé, admit Florence, mais elle était très douée pour se défendre. Elle avait toujours une histoire alternative, réussissait toujours à rejeter la faute sur les autres. Et, honnêtement, la plupart des gens ne voulaient tout simplement pas s'en mêler. C'était plus facile de garder ses distances. Et ses relations? Demanda Romain, bien qu'une partie de lui ne veuille pas connaître la réponse. Florence hésita, puis décida de continuer. Elle est sortie avec un garçon de l'entreprise avant vous, Léonard. Ils se sont séparés de manière assez moche. Il a même dit qu'elle avait essayé de saboter sa carrière quand elle a réalisé qu'il allait la quitter. Je ne connais pas tous les détails, mais il a quitté l'entreprise peu de temps après, et j'ai entendu dire qu'il était parti dans une autre ville juste pour recommencer loin d'elle. Romain sentit son estomac se retourner. Il avait été aveugle, complètement aveugle. Tous les signaux d'alarme étaient là, il avait simplement choisi de ne pas les voir. « Merci de m'avoir dit ça, » dit-il, bien qu'il ne ressente pas de gratitude. Il ne ressentait qu'un vide profond, le sentiment que tout son passé récent était un mensonge. Florence posa sa main sur la sienne, un geste de solidarité. « Romain, personne ne vous blâme de ne pas avoir vu. Patricia est ou était très douée dans ce qu'elle faisait. Elle créait un personnage auquel il était difficile de résister. Et quand on est amoureux, quand on veut croire au meilleur des gens, c'est encore plus difficile de voir la vérité.
Après cette rencontre, Romain se sentit encore plus perdu. Il avait construit toute une vie basée sur une illusion, et maintenant, avec l'illusion brisée, il ne savait pas qui il était ni ce qu'il devait faire ensuite. Mais il y avait d'autres, personnes qu'il devait écouter. La semaine suivante, Romain réussit à localiser Léonard, l'ex-petit ami de Patricia que Florence avait mentionné. Il vivait maintenant à Bordeaux, travaillant dans une entreprise technologique. Quand Romain l'appela, Léonard hésita à parler. Mais en apprenant ce qui était arrivé à Madame Carmen, il accepta de discuter par appel vidéo. L'homme qui apparut à l'écran avait une quarantaine d'années, les cheveux commençant à grisonner sur les tempes et des yeux qui portaient une vieille tristesse. « Écoute, Romain, commença Léonard, en se passant la main sur le visage, « je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ta mère. Et d'une certaine manière, ça ne me surprend pas. Patricia a toujours été capable de choses que les gens normaux ne peuvent même pas imaginer. » Léonard raconta son histoire et Romain écouta avec une horreur croissante. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans et au début, tout semblait parfait. Mais peu à peu, Patricia commença à montrer son vrai visage. Elle était obsessionnellement contrôlante, voulait savoir où il était à chaque minute, avec qui il parlait, ce qu'il faisait. S'il mentionnait une collègue de travail, Patricia créait des scènes dramatiques, l'accusant de trahison sans aucune preuve. « Quand j'ai finalement décidé de la quitter, » continua Léonard, la voix devenant plus tendue, elle ne l'a tout simplement pas accepté. Elle a commencé à se présenter à mon travail, à appeler mes patrons en disant que je prenais de la drogue, que je volais l'entreprise. Tout était faux, bien sûr, mais la graine du doute était plantée. Ma réputation a été détruite. J'ai dû quitter l'entreprise, la ville, recommencer à zéro. « Et tu ne l'as jamais dénoncé ?» demanda Romain. Léonard eut un rire amer. « J'ai essayé, mais elle était très maligne. Elle ne laissait jamais de preuves, avait toujours un alibi, réussissait toujours à faire croire que j'étais le fou, l'obsédé. Finalement, j'ai simplement fui. C'était le seul moyen de me débarrasser d'elle. » Après la conversation, Romain se sentit nauséeux. Combien de vies Patricia avait-elle détruites? Combien de personnes avaient souffert entre ses mains? Et pourquoi personne n'avait réussi à l'arrêter avant qu'elle n'en arrive là? Il partagea ces informations avec le commissaire, qui les ajouta au dossier grandissant sur Patricia. Chaque nouvelle révélation peignait un tableau plus sombre, plus troublant. Ce n'était pas simplement une femme qui avait commis un acte, terrible dans un moment de colère. C'était quelqu'un avec un schéma de comportement destructeur établi, quelqu'un qui manipulait et blessait systématiquement les gens autour d'elle. Mais une personne était déterminée à ne pas le laisser sombrer. Béatrice. Elle devint le roc sur lequel il s'appuyait, la force qui le maintenait debout quand tout en lui voulait s'effondrer. Elle s'occupait de leur mère, organisait les affaires pratiques, traitait avec les avocats et les autorités, et trouvait encore le temps de s'assurer que Romain mangeait, dormait, survivait. Un soir, alors qu'ils étaient chez Madame Carmen, qui avait finalement reçu son congé, de l'hôpital, Béatrice posa une question que Romain évitait. « L'aimes-tu encore ?» Romain resta silencieux un long moment, regardant la tasse de thé qu'il tenait entre ses mains. « Je ne sais pas, » admit-il finalement. « J'aimais la personne que je pensais qu'elle était. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Alors je crois que j'étais amoureux d'un fantasme, d'un mensonge soigneusement construit. Et non, je n'aime pas la personne qu'elle est vraiment. Je ne sais même pas qui est cette personne. » Béatrice hocha la tête, comprenant. « Tu sais que tu auras besoin d'une aide professionnelle pour gérer tout. Ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement surmonter tout seul. » Romain savait qu'elle avait raison. Il avait déjà commencé à chercher des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes et les relations abusives. Parce que, plus il y réfléchissait, plus il réalisait que son mariage avec Patricia avait été exactement cela. Abusif. Elle avait manipulé sa perception de la réalité, l'avait isolé de sa famille, avait contrôlé des aspects de sa vie de manière subtile mais dévastatrice. Il avait été victime d'un type de violence qui ne laissait pas de marque physique, mais qui détruisait, de l'intérieur. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne s'en était même pas rendu compte. Il avait normalisé des comportements qui n'auraient jamais dû être normaux, avait accepté des traitements qu'il n'aurait jamais dû accepter. Et maintenant, en y repensant, il pouvait voir clairement le schéma, la progression, la façon dont elle avait lentement érodé son autonomie et son sens de lui-même. Quelques jours plus tard, Romain reçut un appel du commissaire chargé de l'affaire. « Monsieur Mercier, nous devons parler. »
Il y a quelques développements que vous devez connaître. » Romain se rendit au commissariat, le cœur lourd d'appréhension. Que pouvait-il y avoir de plus? Que devait-il encore découvrir sur la femme avec qui il avait été marié? Le commissaire, un homme d'âge mûr au regard fatigué mais gentil, le reçut dans son bureau et lui offrit un café. Romain refusa. Il voulait juste savoir ce qui se passait. « Monsieur Mercier, » commença le commissaire, « au cours de notre enquête, nous avons découvert certaines choses qui pourraient être pertinentes. Votre épouse, Patricia, a un passé que vous pourriez ignorer. » Romain sentit un froid le parcourir. Quel genre de passé? Le commissaire ouvrit un dossier et commença à lire. Il y a des registres de plaintes antérieures. 2 personnes différentes, à des moments différents de sa vie, se sont adressées aux autorités en affirmant qu'elle avait proféré des menaces. L'une des plaintes a été retirée, l'autre n'a abouti à rien, car il n'y avait pas suffisamment de preuves. Mais il y a un schéma de comportement agressif et manipulateur. Romain sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Comment ne le savait-il pas? Comment lui avait-elle caché cela? Comme s'il lisait dans ses pensées, le commissaire continua. Les plaintes ont été déposées dans une autre ville, à Marseille, avant qu'elle ne déménage à Paris. Et apparemment, elle a été très prudente en reconstruisant son image ici. Nouvel emploi, nouveaux amis, nouvelle vie. C'est une tactique courante chez les personnes ayant ce profil. Romain se passa la main sur le visage, se sentant épuisé. Et maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit le commissaire en adoucissant sa voix, nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre votre femme. Ce qu'elle a fait à l'hôpital était gravissime, et avec votre déposition, avec les dépositions médicales, et avec ce passé, nous avons un dossier solide. Mais je dois vous préparer. Le procès sera difficile. Elle se défendra, essaiera de vous discréditer, fera tout ce qui est nécessaire pour se protéger. Romain hocha la tête, sentant une détermination grandir en lui. Je suis prêt. Je ferai tout ce qui était nécessaire pour protéger ma mère et pour m'assurer que Patricia ne puisse plus jamais faire ça à personne. En sortant du commissariat, Romain ressentit un étrange mélange de soulagement et de terreur. Soulagement parce que la vérité était enfin révélée, parce que Patricia allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. Mais aussi terreur, parce qu'il savait que le pire était encore à venir. La confrontation finale, le moment où il devrait la regarder dans les yeux et accepter que la femme qu'il avait aimée n'avait jamais existé. Ce soir-là, de retour chez sa mère, Romain s'assit à côté d'elle dans le salon. Béatrice était sortie faire des courses et c'était la première fois depuis des jours que lui et Madame Carmen étaient seuls. Elle s'était remise physiquement, mais Romain pouvait voir que les cicatrices émotionnelles étaient encore fraîches. « Maman, commença-t-il, brisant le silence, j'ai besoin que tu me racontes tout. Ce que Patricia a fait, ce qu'elle a dit, comment elle te traitait quand je n'étais pas là. J'ai besoin de connaître toute la vérité. » Madame Carmen regarda son fils, et dans ses yeux il y avait un mélange de soulagement et de tristesse. Elle attendait cette conversation, mais la craignait aussi. « Mon fils, » commença-t-elle, la voix faible mais ferme, « la vérité, c'est que depuis le début, depuis que vous êtes venu vivre ici, elle me traitait comme si j'étais un problème à résoudre. Elle n'a jamais été ouvertement cruelle, pas devant les autres. Mais quand nous étions seuls, elle changeait complètement. » Romain écoutait, chaque mot comme un coup de poignard dans son cœur. Elle me disait que j'étais un fardeau, que je gênais votre vie, que je devrais trouver un endroit pour vivre seul et vous laisser en paix. Elle parlait avec un ton si froid, si calculé, que parfois je me demandais si j'imaginais des choses. Mais non, elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Romain, la voix brisée. « Pourquoi as-tu supporté tout ça toute seule ?» Madame Carmen prit la main de son fils. « Parce que j'avais peur, Romain, peur que tu ne me crois pas, peur d'être la raison pour laquelle ton mariage se terminerait, peur de te perdre. J'avais déjà tant perdu dans la vie, je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre mon fils aussi. » Romain serra sa mère dans ses bras, et les deux pleurèrent ensemble, libérant des mois de douleur refoulée, de silence forcé, de vérité non dite. Et là, dans cette étreinte, ils firent un pacte silencieux. Plus jamais de secret, plus jamais de silence, plus jamais permettre à quelqu'un de les séparer. Quand Béatrice revint, elle les trouva ensemble dans le salon.
et sans avoir besoin de mots, elle comprit ce qui s'était passé. Elle se joignit à eux, et la famille Mercier, déchirée mais pas détruite, commença le long processus de guérison. Ils savaient que le chemin à venir serait difficile, plein de défis et de douleurs. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils étaient ensemble, unis par la vérité et par l'amour qui avait toujours existé entre eux. Et cela, ils le savaient, était plus fort que toute l'obscurité que Patricia avait apportée dans leur vie. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, de révélations et de décisions difficiles. Romain trouva un thérapeute spécialisé dans les relations abusives, le docteur Paul-Henri, un homme de 60 ans, avec des décennies d'expérience dans l'aide aux victimes pour reconstruire leur vie. Lors des séances, qui avaient lieu 2 fois par semaine dans un bureau chaleureux du quartier de Saint-Germain-des-Prés, Romain commença à démonter, pièce par pièce, la construction émotionnelle que Patricia avait créée autour de lui. « Romain, dit le docteur Paul-Henri lors d'une des séances, vous devez comprendre que ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute. Les personnes comme Patricia sont extrêmement habiles pour créer des réalités alternatives, pour faire en sorte que leurs victimes doutent d'elles-mêmes. Cela a un nom, l'emprise psychologique, et c'est l'une des formes de contrôle les plus insidieuses. » Romain absorbait chaque mot, essayant de faire correspondre les morceaux de son passé à un nouveau contexte. Il commença à remarquer des schémas qui semblaient auparavant inoffensifs. La façon dont Patricia le faisait toujours se sentir coupable quand il rendait visite à sa mère. La manière dont elle l'isolait de ses anciens amis, leur trouvant toujours des défauts, créant toujours de petits conflits qui poussaient Romain à s'éloigner. La façon dont elle contrôlait les finances du couple, disant toujours qu'elle était simplement organisée, mais le maintenant en réalité dépendant d'elle de manière subtile. « Je me sens comme un idiot », admit Romain une fois, la voix chargée de frustration. « Comment n'ai-je pas vu? Comment ai-je laissé cela arriver ?» Le docteur Paul-Henri se pencha en avant, le regard gentil mais ferme. « Parce que vous êtes un être humain, Romain. Parce que vous aimiez et faisiez confiance. Et il n'y a aucune honte à cela. La honte est sur elle, pas sur vous. C'est elle qui a choisi de manipuler, de tromper et finalement de tenter de causer un dommage irréparable. Vous avez été une victime, pas un complice. » Ces mots, répétés sous différentes formes au fil des séances, commencèrent lentement à pénétrer la couche de culpabilité que Romain portait. Il réalisa qu'il était trop dur avec lui-même, assumant des responsabilités qui n'étaient pas les siennes. Et bien que la culpabilité ne disparaisse pas complètement, elle commença à se transformer en quelque chose de différent. La détermination. La détermination de rendre justice, de protéger sa mère et de ne plus jamais permettre à quelqu'un de le manipuler de cette façon. Pendant ce temps, la procédure judiciaire contre Patricia avançait. L'avocat de Romain, maître Marcel Fournier, était un homme méticuleux et expérimenté, connu pour son habileté dans les affaires complexes de violence familiale. Il avait été recommandé par Béatrice, qui connaissait sa réputation par des collègues de travail. « Monsieur Mercier, dit maître Fournier lors d'une réunion dans son bureau au centre de Paris, nous avons un dossier très solide. Les preuves sont accablantes, les témoignages sont clairs, et le passé que la police a découvert sur Patricia renforce encore notre position. Mais je dois vous avertir, elle a engagé l'un des meilleurs avocats de la défense de la ville. Le procès ne sera pas facile, Romain s'y attendait déjà. Patricia ne ferait jamais les choses à moitié, et se défendre d'accusations graves exigerait certainement les meilleures ressources qu'elle puisse réunir. Ce qui m'inquiète, dit Romain, ce n'est pas le procès en soi, c'est ce qu'elle pourrait essayer de faire entre-temps. Elle est capable d'inventer des histoires, de manipuler des gens, de créer des récits qui la font passer pour une victime. Maître Fournier hocha la tête, comprenant. C'est exactement pour cela que nous devons être très prudents. Nous allons tout documenter et nous assurer que chaque interaction, chaque tentative de contact soit enregistrée. Et nous travaillerons avec la police pour garantir que votre mère soit toujours protégée. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Madame Carmen bénéficiait désormais de mesures de protection et il était interdit à Patricia de s'approcher d'elle ou de tenter tout type de contact. Romain avait également changé les serrures de la maison, installé des caméras de sécurité et avait un numéro direct à appeler si quelque chose se produisait. Il n'allait prendre aucun risque. Mais Patricia, comme prévu,
ne restait pas inactive. Par l'intermédiaire de son avocat, elle commença à construire une défense basée sur un récit complètement différent. Elle prétendait qu'elle ajustait simplement l'oreiller de Madame Carmen, qu'il y avait eu un malentendu, que Romain avait mal interprété la situation parce qu'il était stressé et fatigué. Elle se dépeignait comme une belle fille dévouée injustement accusée, et Madame Carmen comme une vieille dame confuse qui n'avait pas une vision claire de ce qui s'était réellement passé. C'était une stratégie audacieuse, et Romain devait l'admettre, partiellement efficace. Certaines personnes, surtout celles qui ne connaissaient pas toute l'histoire, commencèrent à se demander si peut-être, juste peut-être, il y avait vraiment eu un malentendu. Après tout, Patricia avait toujours été si charmante, si appréciée de tous. Comment quelqu'un comme elle pourrait-il être capable d'une chose aussi monstrueuse? Mais Romain connaissait la vérité, et il avait des témoins. Les médecins qui avaient examiné Madame Carmen immédiatement après l'incident avaient trouvé des marques compatibles avec une pression prolongée, des signes de lutte, des preuves physiques, qui contredisaient complètement le récit de Patricia. Et il y avait aussi sa propre déposition, détaillée et cohérente, décrivant exactement ce qu'il avait vu ce matin-là. Pendant cette période tumultueuse, Romain commença à renouer avec des personnes qu'il avait perdues de vue pendant son mariage. D'anciens amis, des camarades d'université, même quelques parents éloignés. Et c'est à travers ces reconnexions qu'il réalisa à quel point Patricia l'avait isolé. Elle avait toujours une excuse pour ne pas assister à des événements sociaux, trouvait toujours des raisons pour qu'il ne reste qu'à deux, semait toujours des graines de doute sur les intentions des autres. L'un de ses meilleurs amis d'université, Philippe, l'invita à un dîner informel chez lui à Montmartre. Romain hésita d'abord, se sentant encore fragile et exposé, mais Béatrice l'encouragea à y aller. « Tu as besoin de te rappeler qu'il y a une vie au-delà de ce cauchemar, dit-elle. Tu as besoin de te rappeler qui tu étais avant Patricia. » Le dîner fut étonnamment réconfortant. Philippe et sa femme, Marine, étaient des personnes authentiques et accueillantes. Ils ne posèrent pas beaucoup de questions, ne forcèrent pas de conversations difficiles. Ils offrirent simplement leur présence, leur amitié, leur soutien. Et pour la première fois depuis des semaines, Romain rit. Pas un rire forcé ou poli, mais un rire vrai, venant du fond du cœur. « Mon pote », dit Philippe alors qu'ils étaient seuls dans le jardin, regardant le ciel nocturne de Paris. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Mais tu avais l'air si heureux au début que j'ai pensé que c'était peut-être juste mon impression. » Romain regarda son ami surpris. « Tu savais ?» Philippe haussa les épaules. « Je ne savais pas quoi exactement, mais il y avait quelque chose, la façon dont elle te contrôlait toujours subtilement, comment tout devait toujours être à sa manière. J'ai essayé de t'en parler une fois, tu te souviens? Mais tu t'es mis sur la défensive, alors j'ai laissé tomber. Désolé de ne pas avoir insisté. » Romain secoua la tête. « Ne t'excuse pas. Je n'aurais pas écouté de toute façon. J'étais aveugle, complètement aveugle, et une partie de moi se demande encore comment j'ai laissé cela arriver. » Philippe posa sa main sur l'épaule de son ami. « Écoute, je ne suis pas psychologue, mais je sais que ces gens sont très doués dans ce qu'ils font. Ils te font croire à une réalité qui n'existe pas. Et quand tu es dedans, c'est impossible de voir de l'extérieur. Mais maintenant, tu es dehors, Romain. Et tu fais tout ce qu'il faut. Tu protèges ta mère, tu cherches la justice, tu prends soin de toi, c'est ça qui compte. » Cette conversation marqua un tournant pour Romain. Il commença à comprendre que son voyage ne consistait pas seulement à poursuivre Patricia ou à protéger Madame Carmen. Il s'agissait aussi de se reconstruire, de redécouvrir qui il était sans l'influence toxique qui avait imprégné sa vie pendant si longtemps. L'une des choses les plus difficiles que Romain dut affronter fut la prise de conscience de toutes les parties de lui-même qu'il avait perdues pendant son mariage. Lors d'une séance particulièrement intense avec le docteur Paul-Henri, il commença à lister toutes les choses qu'il avait abandonnées à cause de Patricia. Ses passe-temps, ses amis, même des aspects de sa personnalité qu'elle considérait comme inappropriés ou gênants. « J'étais drôle avant, » dit Romain, la voix chargée de surprise en faisant cette découverte. « Je faisais rire les gens. Mais Patricia disait toujours que mes blagues étaient immatures, que je devais être plus sérieux, plus professionnel. Alors j'ai simplement arrêté. J'ai arrêté de faire des blagues, j'ai arrêté d'être spontané, j'ai arrêté d'être moi-même. Le docteur Paul-Henri
hocha la tête, reconnaissant le schéma. C'est un aspect courant de l'abus psychologique, Romain. L'agresseur façonne lentement la victime, enlevant pièce par pièce les caractéristiques qui rendent cette personne unique, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une version diminuée, contrôlable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces parties de vous n'ont pas disparu. Elles ont simplement été réprimées. Et vous pouvez les récupérer. Et c'est exactement ce que Romain commença à faire. Il se remit à faire des blagues, se sentant d'abord étrange et mal à l'aise, mais retrouvant peu à peu cette légèreté qu'il avait perdue. Il commença à porter des vêtements plus colorés, au lieu des tons neutres et conservateurs sur lesquels Patricia insistait toujours. De petites rébellions, de petites reconquêtes de son identité. Il se mit aussi à écrire. Pendant son mariage, Patricia avait tourné en dérision ses écrits, disant qu'ils étaient prétentieusement artistiques et sans but pratique. Romain avait rangé ses carnets au fond d'un tiroir et n'y avait plus jamais touché. Mais maintenant, il les ressortit, lisant d'anciens textes avec un regard neuf. Il y avait du talent là, de la passion, une voix qui méritait d'être entendue. Il acheta un nouveau carnet, à la couverture de cuir marron, et recommença à écrire. Au début, ce n'étaient que des fragments, des pensées éparses sur ce qu'il vivait. Mais peu à peu, les mots commencèrent à couler plus librement. Il écrivit sur la douleur, sur la trahison, sur le voyage de redécouverte. Et en écrivant, il commença à traiter et à guérir. Un soir, il montra certains de ses écrits à Béatrice. Elle lut en silence, et quand elle eut terminé, il y avait des larmes dans ses yeux. « Romain, c'est magnifique, c'est puissant. Tu as un vrai don. Pourquoi as-tu arrêté d'écrire ?» Romain lui raconta les commentaires de Patricia, comment elle avait dévalorisé quelque chose qui était si important pour lui. Béatrice secoua la tête avec indignation. Elle savait exactement quoi faire pour te détruire de l'intérieur, n'est-ce pas? Elle trouvait les choses que tu aimais et les rendait petites, insignifiantes, mais elles ne l'étaient pas, elles ne l'ont jamais été. Il se remit à faire de l'exercice, chose qu'il avait abandonnée pendant son mariage, car Patricia trouvait toujours des raisons pour qu'il reste à la maison. Il commença à courir au parc Monceau les samedis matins, sentant l'air frais remplir ses poumons et la clarté revenir dans son esprit. Il reprit d'anciens passe-temps, comme jouer de la guitare, chose qu'il adorait faire, mais qu'il avait laissé de côté, parce que Patricia disait que le son la dérangeait. De petites libertés, de petites reconquêtes de lui-même. Mais au milieu de cette reconstruction, il y avait des moments de fragilité, des nuits où il se réveillait en sueur, revivant la scène de l'hôpital, des jours où la colère était si intense qu'il pouvait à peine fonctionner. Des moments où la tristesse de la perte de ce qu'il pensait avoir était écrasante. Lors d'une de ces nuits difficiles, il était assis dans le salon de la maison de sa mère, incapable de dormir, quand Béatrice descendit les escaliers. Elle s'assit à côté de lui sans rien dire, offrant simplement sa présence. Après un long silence, Romain parla. « J'ai rêvé d'elle, admit-il. Pas de la vraie Patricia, mais de la Patricia que je pensais connaître. Celle qui me souriait tous les matins, celle qui me serrait dans ses bras quand j'arrivais à la maison. Et dans le rêve, tout était parfait. Et quand je me suis réveillé et que je me suis souvenu de la réalité, c'était comme si je l'avais perdue à nouveau. » Béatrice prit la main de son frère. « Tu es en deuil, Romain, en deuil de la personne que tu pensais qu'elle était, de la vie que tu pensais avoir. Et c'est tout à fait normal. Laisse-toi ressentir ça. N'essaie pas de réprimer ou d'accélérer le processus. La douleur doit être ressentie pour être guérie. » Romain hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Comment es-tu devenue si sage, Béa ?» Elle sourit tristement. « Je ne suis pas sage. Je t'aime juste et je veux te voir bien. Et je sais que tu iras bien. Ça prendra du temps, ce sera difficile, mais tu y arriveras. » Pendant que Romain menait ses propres batailles intérieures, Madame Carmen traversait également son processus de guérison. Elle avait aussi commencé une thérapie, travaillant sur le traumatisme de ce qu'elle avait vécu. Elle parlait de ses peurs, des nuits où elle pouvait à peine dormir parce qu'elle craignait que Patricia ne revienne, de la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir amené cette personne dans la vie de son fils. Mais Madame Carmen était forte, elle l'avait toujours été. Et lentement, avec le soutien de ses enfants et de la thérapie, elle commença à retrouver sa paix intérieure. Elle retourna à l'église qu'elle avait toujours aimée, renoua avec d'anciennes amies,
et commença même à participer à un groupe de tricot au centre communautaire du quartier. Un après-midi, alors qu'elle tricotait une écharpe dans le salon, elle dit à Romain « Tu sais, mon fils, j'ai appris quelque chose de tout ça. J'ai appris que la méchanceté existe, oui, mais j'ai aussi appris que l'amour est plus fort. Regarde-nous ici. Regarde comme notre famille s'est unie. Patricia a essayé de nous détruire, mais en fait elle nous a renforcés. » Romain regarda sa mère avec admiration. « Comment arrives-tu à être si forte ?» Madame Carmen sourit. « Parce que je vous ai. Parce que je sais que malgré tout, nous irons bien. Et parce que je choisis de ne pas laisser son obscurité éteindre notre lumière. » Ces mots résonnèrent en Romain pendant des jours. Il réalisa que sa mère, qui avait tant souffert, qui avait été la cible de tant de haine, parvenait à conserver son humanité, sa bonté, sa capacité à aimer. Et si elle pouvait le faire, il le pouvait. Faucille. Le procès approchait. Maître Fournier les tenait informés de chaque développement, de chaque mouvement de la défense de Patricia. Elle continuait de nier les accusations, continuait de tisser sa toile de mensonges. Mais les preuves étaient solides et Maître Fournier était confiant. La veille du procès, Romain se rendit sur la tombe de son père. Il avait perdu son père à l'âge de 15 ans, et depuis, c'était lui qui s'occupait de sa mère. Il s'assit sur l'herbe à côté de la pierre tombale et parla à voix basse. « Papa, j'ai tout gâché. J'ai fait entrer quelqu'un de mauvais dans notre famille. Quelqu'un qui a blessé maman, qui a presque fait l'impensable. J'aurais dû être plus prudent. J'aurais dû mieux la protéger. » Il resta là un long moment, laissant les larmes couler librement. Et puis, un sentiment de paix l'envahit. C'était comme s'il pouvait sentir la présence de son père, lui disant que tout allait bien, qu'il avait fait de son mieux, qu'il avait maintenant la chance de faire les choses correctement. Quand il rentra chez lui, il était différent, plus calme, plus centré, prêt à affronter ce qui allait suivre. Parce qu'il n'était pas seul. Il avait Béatrice, il avait Madame Carmen, il avait de vrais amis, il avait des professionnels qui le soutenaient, et il avait la vérité de son côté. Ce soir-là, les trois, Romain, Béatrice et Madame Carmen, dînèrent ensemble. Ils parlèrent de choses légères, rirent de vieux souvenirs, firent des projets pour l'avenir. Et pour la première fois depuis ce terrible matin à l'hôpital, Romain ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. L'espoir que quoi qu'il arrive au procès, ils iraient bien. Parce qu'ils savaient les uns les autres. Et cela, en fin de compte, était tout ce qui comptait vraiment. Le jour du procès se leva gris sur Paris. De lourds nuages couvrirent le ciel, menaçant de pluie, comme si la ville elle-même reconnaissait le poids de ce qui allait se passer. Romain se réveilla tôt, incapable de dormir au-delà de 5 heures du matin. Il s'habilla avec soin, choisissant un costume sombre que Maître Fournier avait suggéré, sobre, respectueux, mais ferme. Béatrice prépara le petit déjeuner pour tout le monde, bien que personne n'ait beaucoup d'appétit. Madame Carmen était visiblement nerveuse, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle tenait sa tasse de thé. Romain s'assit, à côté d'elle, et lui prit la main. « Tu n'es pas obligée d'y aller si tu ne te sens pas prête, » dit-il gentiment. « Béatrice et moi pouvons tout gérer. » Mais Madame Carmen secoua la tête avec détermination. « Non, mon fils, je dois y être. Je dois la regarder dans les yeux et lui montrer que j'ai survécu, qu'elle n'a pas réussi à me détruire. Je dois le faire pour moi. » Romain ressentit une immense fierté pour sa mère à ce moment-là. Elle était petite, d'apparence fragile, mais il y avait en elle une force intérieure inébranlable. « Alors, nous irons ensemble, dit-il. Tous les trois, ensemble. » Le tribunal se trouvait au centre de la ville, un bâtiment imposant qui gardait des histoires d'injustice corrigées et de crimes jugés. Quand ils entrèrent, Romain vit Patricia pour la première fois depuis ce matin à l'hôpital. Elle était assise à côté de son avocat, vêtue de manière conservatrice, les cheveux attachés, un maquillage léger. Elle avait clairement choisi une apparence qui transmettait la vulnérabilité, l'innocence. Quand leurs regards se croisèrent, Romain vit quelque chose dans ses yeux qui le fit frissonner. Ce n'était pas du remords, ce n'était pas de la peur, c'était de la colère. Une colère froide et calculée, la colère de quelqu'un qui croyait avoir été lésé, non pas pour avoir fait quelque chose de mal, mais pour avoir été pris. Le procès commença avec les formalités d'usage. Le juge, Auguste Robert, était un homme d'une 60aine d'années, connu pour son impartialité et sa rigueur.
Il lut les accusations d'une voix claire et ferme, et Patricia plaida non coupable, sa voix ferme et convaincante. Le procureur, Richard Simon, fut méticuleux dans sa présentation. Il présenta les preuves médicales, les témoignages des professionnels de la santé qui avaient soigné Madame Carmen, les photographies des marques sur son visage et son cou. Il détailla le passé de Patricia, les plaintes antérieures, le schéma de comportement manipulateur et agressif. Et puis vint le moment que Romain craignait le plus, son propre témoignage. Il monta à la barre avec les jambes flageolantes, sentant le poids de tous les regards sur lui. Le procureur le guida à travers des questions soigneusement préparées, et Romain répondit avec honnêteté, revivant ce matin horrible dans chaque détail douloureux. « Quand j'ai fini de raconter, dit-il, la voix légèrement brisée, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être que ça avait toujours été là, et que je ne voulais tout simplement pas le voir. Il n'y avait pas de regret, pas de choc face à ce qu'elle faisait. Il y avait seulement de la colère d'avoir été interrompu. L'avocat de la défense de Patricia, maître Alain Texier, était connu pour son agressivité au tribunal. Pendant le contre-interrogatoire, il tenta de discréditer Romain, suggérant qu'il était émotionnellement instable, que sa perception avait été déformée par le stress. « Monsieur Mercier, dit-il, la voix veloutée mais avec une pointe d'acier, n'est-il pas vrai que vous et votre femme traversiez des difficultés conjugales, qu'il y avait des tensions dans votre relation ?» Romain respira profondément, se souvenant des conseils de Maître Fournier. « Oui, il y avait des tensions. Mais cela ne change rien à ce que j'ai vu, cela n'efface pas le fait qu'elle essayait d'étouffer ma mère. » L'avocat continua, essayant de semer le doute. « Et n'est-il pas possible que, compte tenu de ces tensions, vous ayez mal interprété la situation? Que votre femme essayait sincèrement d'aider votre mère, et que vous, dans un moment de stress, ayez vu quelque chose qui n'était pas là ?» Romain regarda directement le jury. « Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu ma femme presser un oreiller contre le visage de ma mère, avec assez de force pour l'empêcher de respirer. J'ai vu ma mère se débattre désespérée. Il n'y a pas de mauvaise interprétation possible pour cela. C'est une tentative d'acte gravissime, pure et simple. » Le témoin suivant fut Madame Carmen. Romain retint son souffle en regardant sa mère monter à la barre d'un pas lent mais déterminé. Elle semblait si petite là, si vulnérable, mais quand elle commença à parler, sa voix était ferme. « Elle me détestait, dit simplement Madame Carmen. Dès le moment où mon fils et elle sont venus vivre avec moi, j'ai senti sa haine. Elle n'a jamais été cruelle de manière évidente, jamais devant d'autres personnes. Mais quand nous étions seuls, elle me faisait sentir que j'étais un fardeau, que je n'avais aucune valeur, qu'il vaudrait mieux que je n'existe tout simplement plus. » Le procureur la guida à travers des exemples spécifiques, des commentaires venimeux, des humiliations subtiles, un schéma clair d'abus psychologiques. Et quand vint le jour de l'hôpital, Madame Carmen décrivit le moment où elle s'était réveillée et avait vu Patricia au-dessus d'elle, l'oreiller descendant vers son visage. « J'ai su immédiatement ce qu'elle faisait, » dit Madame Carmen, des larmes coulant sur son visage. « J'ai su qu'elle avait finalement décidé de m'éliminer. Et j'ai eu si peur, non pas pour moi, mais pour ce que cela ferait à mon fils, parce que je savais qu'il ne se le pardonnerait jamais si elle avait réussi. » Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat de Patricia tenta de suggérer que Madame Carmen était confuse, que ses médicaments auraient pu affecter sa perception. Mais elle ne se laissa pas déstabiliser. « Maître, dit-elle avec une dignité qui remplit Romain de fierté, je suis peut-être âgé, j'ai peut-être des problèmes de santé, mais mon esprit est parfaitement clair. Et je sais, sans l'ombre d'un doute, ce que cette femme a essayé de me faire. » Florence, la collègue de travail de Patricia, témoigna également, parlant du schéma de comportement manipulateur qu'elle avait observé au fil des ans. D'autres témoignages suivirent, chacun ajoutant une pièce de plus au puzzle, révélant la véritable nature de Patricia. Et puis vint le tour de Patricia de témoigner pour sa propre défense. Elle monta à la barre les larmes aux yeux, l'image parfaite d'une femme injustement accusée. Elle nia tout, dit qu'elle essayait seulement d'aider sa belle-mère, qu'elle avait été mal interprétée, qu'elle était victime d'une famille qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. « J'aimais Romain, dit-elle, la voix étranglée. J'aimais sa mère. Je n'aurais jamais rien fait pour la blesser. C'est un cauchemar. Je suis en train d'être détruite par un terrible malentendu. C'était une performance convaincante.
Romain devait l'admettre. Mais il connaissait la vérité, et il espérait que le jury parviendrait aussi à voir à travers le masque. Le procureur, lors de son contre-interrogatoire, fut implacable. Il confronta Patricia avec les preuves médicales, avec les témoignages, avec son propre passé. Et peu à peu, le masque commença à se fissurer. Sa voix devint plus dure, ses yeux plus froids. La femme douce et vulnérable laissa place par brefs instants à la personne qu'elle était réellement. « Mademoiselle Patricia, dit le procureur, si tout cela n'était qu'un malentendu, pourquoi les marques sur le visage et le cou de Madame Carmen sont-elles compatibles avec une pression prolongée et une force significative? Pourquoi les médecins ont-ils trouvé des signes clairs de lutte ?» Patricia hésita, cherchant une réponse. « Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est débattue parce qu'elle était désorientée par les médicaments. J'essayais juste de la calmer. Et l'oreiller que votre mari a arraché de vos mains, pourquoi teniez-vous un oreiller sur son visage si vous essayez seulement de la calmer ?» La salle se tut, attendant la réponse. Patricia regarda son avocat, cherchant de l'aide, mais il n'y avait aucune aide possible. La vérité était là, exposée aux yeux de tous. Après des jours d'audience, vint le moment des plaidoiries finales. Le procureur fit un vibrant plaidoyer pour la justice, demandant au jury de voir au-delà du masque que portait Patricia, de reconnaître le schéma de manipulation et d'abus, de protéger non seulement Madame Carmen, mais potentiellement d'autres victimes futures. L'avocat de la défense, quant à lui, tenta de créer un doute raisonnable, suggérant que l'interprétation des événements pouvait être différente, qu'il y avait peut-être place pour une autre explication. Mais ses paroles sonnaient creux, désespérées. Le jury se retira pour délibérer, et Romain, Béatrice et Madame Carmen attendirent dans le couloir du tribunal. Les heures s'étirèrent comme des éternités. Romain faisait les 100 pas, incapable de rester en place. Béatrice tenait la main de sa mère, les deux en silence, chacune perdue dans ses propres pensées. Finalement, après 4 heures qui parurent des jours, le jury revint. Tout le monde retourna dans la salle d'audience, et le silence était absolu. Le juge demanda au porte-parole du jury s'ils étaient parvenus à un verdict. « Oui, votre honneur, répondit l'homme. Comment jugez-vous l'accusé, Patricia Santos Mercier, sur les accusations présentées ?» Le porte-parole regarda directement Patricia, coupable sur tous les chefs d'accusation. Romain sentit ses jambes fléchir. Béatrice laissa échapper un sanglot de soulagement. Madame Carmen ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. Patricia, quant à elle, resta immobile, le visage pâle, les yeux fixés sur un point lointain. Le juge prononça alors la sentence. Patricia fut condamnée, et bien que Romain sache qu'il y aurait des appels, que le processus continuerait, ce moment représentait quelque chose d'important. Il représentait la validation de la vérité, la reconnaissance que ce qui s'était passé était réel, était grave, et avait des conséquences. À l'extérieur du tribunal, sous un ciel qui commençait enfin à s'éclaircir, les trois s'étreignirent. Il n'y avait pas d'euphorie, pas de célébration, juste un soulagement, profond, épuisé, que ce soit enfin terminé. Enfin, ils pourraient commencer à reconstruire leur vie sans le poids constant de ce procès. Dans les semaines qui suivirent, Romain commença à vraiment traiter tout ce qui s'était passé. Avec l'aide du docteur Paul-Henri, il travailla sur le traumatisme, la culpabilité, la perte. Il apprit à se pardonner, à reconnaître qu'il avait été victime d'une manipulation sophistiquée et qu'il n'y avait aucune honte à cela. Il commença également à reconstruire sa vie de manière pratique. Il trouva un nouvel appartement, un espace qui ne serait qu'à lui, sans souvenirs contaminés par Patricia. Il le décora avec soin, choisissant chaque meuble avec intention, créant un foyer qui reflétait qui il était vraiment, pas celui que Patricia avait essayé de modeler. Madame Carmen refleurit, la menace écartée, la vérité validée. Elle retrouva sa joie de vivre. Elle se remit à cuisiner les plats qu'elle aimait, à recevoir des amis pour le thé, à s'occuper de son petit jardin. Et chaque semaine, Romain et Béatrice dînaient avec elle, une tradition qu'ils promirent de ne plus jamais abandonner. Béatrice retourna finalement à Lyon, mais garda un contact constant. Elle venait à Paris au moins une fois par mois, et ils faisaient des appels vidéo réguliers. L'expérience les avait unis d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Romain renoua également avec des relations qu'il avait perdues.
Lui et Philippe redevinrent proches, et peu à peu, Romain reconstruisit son réseau de soutien social. Il participait à des groupes de soutien pour les victimes d'abus psychologiques, où il partageait son histoire et écoutait celle des autres. Et là, dans cet espace de vulnérabilité partagée, il trouva la guérison. Quelques mois plus tard, un samedi après-midi ensoleillé, Romain était assis au parc Monceau avec sa guitare. Il jouait une douce mélodie perdue dans la musique quand une femme s'approcha avec un sourire timide. « Excusez-moi de vous interrompre, dit-elle, mais vous jouez très bien. » Romain lui sourit en retour et ils commencèrent à discuter. Elle s'appelait Anne, était professeure de littérature et avait un sourire qui illuminait tout son visage. Ils parlèrent pendant des heures de livres, de musique, de la vie. Et pour la première fois depuis Patricia, Romain sentit une connexion sincère avec quelqu'un. Il n'était pas prêt pour une relation et il fut honnête à ce sujet avec Anne. Mais ils devinrent amis, et peu à peu Romain commença à croire de nouveau qu'il y avait de la bonté dans le monde, que toutes les personnes ne portaient pas de masque, qu'il était possible de faire confiance à nouveau. Un soir, près d'1 an après l'incident à l'hôpital, Romain dînait avec Madame Carmen. Ils étaient dans sa cuisine mangeant les lasagnes qu'elle avait préparées, parlant de choses triviales et importantes à la fois. Et au milieu de la conversation, Madame Carmen s'arrêta et regarda son fils avec une expression de profonde satisfaction. « Tu sais, Romain, dit-elle, je te regarde maintenant, et je vois un homme différent de celui qui est entré en courant dans la chambre d'hôpital ce jour-là. Tu es plus fort, plus sage, plus entier. » Romain réfléchit à ces paroles. « Tu as raison, je suis différent. J'ai traversé le feu et je suis sorti de l'autre côté. Et bien que les cicatrices soient toujours là, elles me rappellent ce que j'ai survécu, ce que j'ai appris. » « Et qu'as-tu appris, mon fils ?» Romain réfléchit un instant. « J'ai appris que le véritable amour ne manipule pas, ne contrôle pas, ne détruit pas. J'ai appris que faire confiance est important, mais qu'il est aussi important de se faire confiance à soi-même, à ses propres instincts. J'ai appris que la famille n'est pas seulement le sang, mais les personnes qui choisissent de rester à vos côtés quand tout s'effondre. Et j'ai appris que cela vaut toujours la peine de se battre pour la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Madame Carmen sourit, les yeux brillants de larmes de fierté. « Ton père serait si fier de toi. » Ce soir-là, en rentrant à son appartement, Romain regarda la ville illuminée autour de lui. Paris, avec tout son chaos et sa beauté, sa complexité et ses contradictions. C'était sa ville, son foyer. Et il avait failli tout perdre ici, mais il avait aussi trouvé sa force, sa vérité, sa rédemption. Il pensa à Patricia, purgeant sa peine, et ressentit un mélange d'émotions. Il n'y avait pas de satisfaction dans sa chute, mais il y avait un sentiment de justice accomplie. Et plus important encore, il y avait la certitude qu'elle ne pourrait plus faire de mal, ni à lui, ni à sa mère, ni à personne d'autre. Romain réalisa que son voyage n'était pas terminé. La guérison est un processus continu, pas une destination. Il y aurait encore des jours difficiles, des souvenirs qui ressurgiraient de manière inattendue, des cicatrices qui feraient mal. Mais il était maintenant équipé d'outils pour y faire face, d'un réseau de soutien solide, d'une compréhension plus profonde de lui-même. Et pour la première fois depuis longtemps, quand il pensait à l'avenir, il ne ressentait pas de peur. Il ressentait de l'espoir. L'espoir que les meilleurs jours étaient encore à venir, que le véritable amour existait et pouvait être trouvé, que la bonté prévaudrait sur l'obscurité. Il gara sa voiture devant son immeuble et leva les yeux vers l'appartement illuminé qu'il appelait maintenant son chez-lui. Un foyer qu'il avait construit de ses propres mains, rempli de ses propres choix, protégé par ses propres barrières saines. Et en montant les escaliers, Romain Mercier sut, avec une certitude absolue, qu'il avait survécu. Plus que cela, il avait vaincu. Non pas parce que Patricia avait été condamnée, mais parce qu'il s'était retrouvé. Il avait retrouvé sa voix, son autonomie, sa capacité à aimer et à être aimé de manière saine. L'obscurité avait tenté de le consumer, mais il avait choisi la lumière. Et ce choix, renouvelé chaque jour, était ce qui définirait le reste de sa vie. Dans les mois qui suivirent le procès, Romain commença à travailler avec des groupes de soutien pour les hommes victimes d'abus psychologiques. Il réalisa que son histoire, aussi douloureuse soit-elle,
pouvait aider d'autres personnes qui traversaient le même processus de découverte et de guérison. Il se mit à parler ouvertement de son expérience, brisant le stigmate qui empêchait souvent les hommes d'admettre qu'ils avaient été victimes de manipulation. Lors d'une de ces réunions tenues dans un centre communautaire de l'ouest de Paris, Romain rencontra un jeune homme nommé Daniel, qui n'avait que 25 ans mais portait déjà de profondes cicatrices d'une relation abusive. Le jeune homme luttait clairement, encore coincé entre le déni et l'acceptation de ce qu'il avait vécu. Romain s'approcha de Daniel après la réunion. « Je sais ce que tu ressens, » dit-il gentiment. « Ce sentiment que tu aurais dû t'en rendre compte avant, que tu es faible d'avoir laissé cela arriver. Mais tu n'es pas faible. Tu as été manipulé par quelqu'un qui était extrêmement habile en manipulation. Et maintenant, tu es ici, à chercher de l'aide. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. » Daniel regarda Romain avec les yeux pleins de larmes. « Comment as-tu réussi à avancer? Comment arrives-tu à faire confiance à nouveau ?» Romain réfléchit attentivement avant de répondre. « Je ne vais pas mentir en disant que c'est facile. Il y a encore des jours où je remets tout en question, où j'ai peur de faire confiance à quelqu'un à nouveau. Mais j'ai appris que je ne peux pas laisser une mauvaise personne détruire ma capacité à voir le bien chez les autres. J'ai appris à établir des limites saines, à faire confiance à mes instincts, à ne pas ignorer les signaux d'alarme. Et surtout, j'ai appris que mon histoire ne me définit pas, mais la façon dont je choisis d'avancer, ça me définit. » Cette conversation resta avec Romain pendant des jours. Il réalisa qu'en aidant Daniel, il s'aidait aussi lui-même, réaffirmant les leçons qu'il avait apprises, consolidant sa propre guérison. Anne, la professeure qu'il avait rencontrée au parc, devint une présence constante dans sa vie. Ils n'étaient encore que des amis, mais c'était une amitié qui apportait de la joie et de la légèreté au jour de Romain. Elle le faisait rire, le mettait au défi intellectuellement, l'acceptait exactement tel qu'il était. Et pour la première fois depuis Patricia, Romain commença à envisager la possibilité de peut-être un jour s'ouvrir à nouveau à l'amour. Mais il n'était pas pressé. Il avait appris que la guérison ne pouvait pas être précipitée, qu'il y avait une valeur à être seul, à se reconstruire complètement, avant de permettre à une autre personne d'entrer dans sa vie de manière significative. Un dimanche après-midi, près de 15 mois après l'incident à l'hôpital, Romain organisa un barbecue dans son appartement. Il invita Béatrice, Madame Carmen, Philippe et Marine, Anne et quelques autres amis qu'il avait retrouvés. La maison était pleine de rires, de musique, de l'odeur de la viande grillant sur le barbecue du balcon. Madame Carmen était radieuse, racontant des histoires drôles de l'enfance de Romain et Béatrice, faisant rire tout le monde. Romain s'arrêta un instant, observant la scène autour de lui. C'étaient des personnes réelles, avec une affection sincère, sans masque, sans jeu. C'était la vie qu'il avait failli perdre, que Patricia avait failli détruire, et il ressentit une profonde gratitude, non seulement pour avoir survécu, mais pour avoir retrouvé le chemin vers lui-même. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Romain, Madame Carmen et Béatrice a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de douleur, de découverte et de reconstruction, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, montrant que même dans les situations les plus difficiles, la force de l'amour familial et le courage d'affronter la vérité peuvent nous mener à la transformation. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une autre histoire qui touchera votre âme.